Bonjour à tous, on va parler du tableau périodique. Alors tout d'abord, la classification de Mendeleïev, alors, en 1869, Mendeleïev il ne connaissait que 63 éléments. Donc il a proposé, pour ces 63 éléments, il a proposé une méthode pour les classer par ordre de masse atomique, de gauche à droite, le long d'une ligne et d'une ligne à une autre. Ensuite, les éléments ayant des propriétés chimiques semblables mais similaires dans une même colonne. Maintenant, on travaille avec la classification périodique moderne. Le tableau périodique, il est dressé sur la base des numéros atomiques, Z croissant, et le tableau périodique actuel, qui comporte 112 éléments, il comporte 7 périodes, des lignes horizontales, et 18 colonnes, des lignes verticales. Une période est définie par le nombre quantique principal, n. Donc, pour n est égal à 1, c'est la première période. N est égal à 2, c'est la deuxième période, etc. Dans une même période, on passe de gauche à droite d'un élément à z électrons à un autre à z plus 1. Exemple, pour le n est égal à 2, c'est la deuxième période. Le bord a 5 électrons, donc z est égal à 5. Le carbone, placé juste à droite, dans la même période, on a 6 électrons. Donc Z plus 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Donc c'est le carbone. Dans une même colonne, on classe les éléments ayant le même type d'électrons, c'est-à-dire même nombre d'électrons externes occupant les orbitales atomiques de même type, c'est-à-dire ayant les mêmes propriétés chimiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la même colonne, les éléments, ils ont la même terminaison de la configuration électronique. Lorsqu'on va établir la configuration électronique des éléments qui appartiennent à la même colonne, on va se retrouver à la fin avec les mêmes couches qui contiennent le même nombre d'électrons. Exemple ici, pour la première colonne, on retrouve toujours, vous pouvez prendre votre tableau périodique, donc pour l'hydrogène, 1s, le lithium 1s2, 2s1, le sodium, donc c'est le néon plus 3s1, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve tous? Et ce qu'ils ont tous en commun, toujours, c'est le S1 à la fin, donc peu importe le nombre. Donc on a 1 S1, 2 S1, 3 S1, et ainsi de suite, 4 S1. Donc tous ayant des électrons de type NS1. La deuxième colonne, on va trouver des électrons qui ont le NS2, et ainsi de suite. Alors, on appelle groupe G les éléments placés dans une même colonne et ils constituent généralement une famille. Le tableau périodique peut être divisé en 4 blocs, le S, le P, le T, le F. Les 18 colonnes peuvent être divisées en deux sous-groupes A et B. Pour le sous-groupe A, donc il correspond à tous les éléments ayant des électrons de valence S ou bien Sp, c'est-à-dire qu'il y a des électrons sur S ou bien sur S et P. Exemple, donc pour l'azote, on a la configuration de type 1s2, 2s2 et 2p3. Donc on a les électrons, on a sur la couche de s2p. On a combien d'électrons? On a 2 électrons sur S et 2 et 3 électrons sur P. Donc la somme c'est 5. Donc le sous-groupe c'est A, puisqu'on a des électrons sur S ou bien SP. Et on a 5 électrons. Donc elle appartient au groupe, c'est-à-dire l'azote, elle appartient au groupe G. Je vais noter G et je vais écrire 5 en chiffre romain, c'est-à-dire V, et indice A. Deuxième exemple, on va prendre le sodium, Z est égal à 11. Donc sa configuration est du type 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Donc le sodium, il appartient à quel groupe? Donc il appartient au groupe 1, puisqu'il y a un seul électron sur S, et c'est le groupe A. Donc je note G1, en romain c'est grand I, et indice A. Ensuite, on retrouve le sous-groupe B. Alors ce sous-groupe, il englobe tous les éléments ayant des électrons de valence dans les couches, ou bien dans la couche D. Exemple, pour prendre le vanadium,
Z égale à 23. Donc la configuration de type 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 et 3D, 3. Donc, puisque le vanadium il possède des électrons sur la couche D, donc il possède 3 électrons sur D et 2 électrons sur S. Donc, la somme, c'est 5 électrons. Donc, je note, c'est le groupe 5, c'est-à-dire le V en chiffre romain, indice B. Même chose pour le scandium. Donc, il a 2 électrons sur S et 1 électron sur D. Donc, la somme, c'est 3. C'est toujours G, 3 en chiffre romain, indice B. Et ainsi de suite. Alors, pour la classification périodique, elle est divisée en 4 blocs. Hein, en fonction de la structure électronique externe des éléments. Le bloc S, c'est le premier bloc, on retrouve des éléments qui possèdent des configurations de type NS1 ou bien NS2. C'est la première et la deuxième colonne. Pour le bloc P, il a une configuration de type NS2 et NPX, avec X il est compris entre 1 et 6. C'est la colonne 13 jusqu'à 18. Ensuite, il y a une remarque que l'hélium, il ne possède que Z est égal à 2. Donc, il a une configuration de type 1s2. Malgré ça, elle est classée dans la 18e colonne en raison de la similitude de ses propriétés avec celles des éléments qui comportent cette colonne, qui sont les gaz rares ou bien les gaz inertes. Le bloc D, il a une configuration de type N-1 dx, NSY, avec X il est compris entre 1 et 10, Y il est compris entre 0 et 2. C'est les colonnes de 3 à 12, ou bien ce qu'on appelle les métaux de transition. Le bloc F, quant à lui, il a une configuration de type N-2FX, N-1 DY, NS2, avec N égale à 6 ou 7. Pour avoir le bloc F, automatiquement, il faut que N soit égal à 6 ou bien 7. Et X, il est compris entre 0 et 14. Et bien sûr, Y est égal à 0 ou 1. Donc, ou exceptionnellement 2 pour le TH, donc Z est égal à 90. Les éléments pour lesquels N est égal à 6 sont appelés des lanthanides, car pour lesquels N est égal à 7. Et pour ceux pour lesquels N est égal à 7 sont appelés les actinides, car ces derniers sont toujours radioactifs. Donc voilà la répartition des différents blocs par rapport au tableau périodique. Donc vous pouvez donc, à colorier votre tableau périodique en vous inspirant donc, des différents blocs, chacune représentée par une couleur. Alors, quelles sont les principales familles du tableau périodique? Alors, la première famille, on l'appelle la famille des alcalins, c'est le groupe 1A. Alors, cette famille, elle est constituée de tous les éléments dont la configuration électronique est de type NS1. Ces éléments donnent des cations monovalents, donc tels que Li+, Na+, K+, ou bien la deuxième famille, elle s'appelle la famille des alcalinotéreux. C'est le groupe de A. Alors, cette famille est constituée de tous les éléments dont la configuration électronique externe est de type NS2. Elle donne des cations bivalents Mg2+, Ca2+. Troisième famille, donc, c'est les éléments de transition. C'est le groupe 3B jusqu'à 2B. Ce sont les éléments qui possèdent des orbitales de type T complètement ou bien partiellement remplis. Ensuite, on retrouve les éléments triades. Donc, on retrouve les triades du fer, du palladium et du platine. On retrouve la famille des halogènes. Alors, la famille des halogènes, c'est la 17e colonne. Cette famille elle est constituée de tous les éléments qui ont une configuration externe de type NS2 et NP5. Donc, et ces éléments, ils donnent toujours des ions, des anions, donc tels que Cl-, I-, Br-, et ainsi de suite. Et la 18e colonne, c'est la famille des gaz rares. Alors, cette famille est constituée de tous les éléments dont la configuration électronique externe
est de type NS2 NP6. Et la dernière famille, c'est les éléments des terres rares. Alors, ces éléments possèdent les orbitales F au cours de remplissage. Donc, on distingue les éléments qui correspondent au remplissage de l'orbital 4F. On les appelle les lanthanides. Donc, suivant l'élément, le lanthane, parce que c'est le premier de cette ligne-là, le lanthane. Et les éléments qui correspondent au remplissage de l'orbital 5F sont appelés les actinides, parce que le premier élément, c'est l'actinium, donc 89. Alors, remarque, alors pour les éléments dont la configuration électronique est assez longue, on peut passer à la configuration abrégée. Cette configuration est représentée par le symbole du gaz rare qui précède l'élément. On va le mettre entre crochets, suivi du reste de la configuration. Par exemple, ici, on va prendre l'exemple du fer. Donc, il a une configuration de type 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Alors, l'élément qui précède, c'est-à-dire l'élément, ou bien le gaz rare qui précède, qui est juste avant le fer, c'est-à-dire qu'on va revenir en arrière jusqu'à trouver l'élément. Donc, c'est l'argon. L'argon est là, 18 électrons. Et on va mettre l'argon, c'est-à-dire AR entre crochets, suivi du reste de la configuration pour le fer, c'est le 3D6 et 4S2. Ça, ce qu'on appelle donc la configuration abrégée. Donc voilà, ce tableau, il représente donc les différentes métaux représentés par des couleurs. Maintenant, chaque élément, il possède des propriétés physiques ou bien chimiques. Alors, on retrouve les trois catégories. Alors, premièrement, les métaux. Alors, les métaux, ils sont situés à gauche et au centre de la classification périodique. C'est le bloc S, hormis H, parce que H, c'est un gaz. Et les blocs D, F. Et une moitié du bloc P. D'accord? Alors, ces métaux, qu'est-ce qu'ils ont comme propriété? Alors, ils sont tous solides à température ambiante, excepté le mercure. Alors, le mercure, c'est un métal liquide à température ambiante. Ils sont bons conducteurs de chaleur et d'électricité. Ensuite, on retrouve les non-métaux. Alors, ils sont situés à droite de la classification périodique. C'est la seconde moitié du bloc P, d'accord, en bleu, vert ou bien gris foncé sur la figure du tableau précédent. Donc, elles sont solides ou gaz à 25 degrés, exceptionnellement donc liquides pour le dibranche Br2. Alors, ils sont mauvais conducteurs de chaleur et ce sont des isolants électriques, sauf le carbone qui est isolant lorsqu'il est sous forme diamant et conducteur sous forme graphite. Ensuite, on retrouve les semi-métaux. Alors, ils sont à la frontière des deux catégories précédentes. Ils se comportent comme des semi-conducteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des composés dont la conductivité augmente avec la température. Exemple, donc, le silicium et le germanium qu'on utilise pour la fabrication des composés électroniques. Remarque aussi, alors l'hydrogène est un cas à part. Alors, c'est un gaz moléculaire, donc on le retrouve sous forme gazeuse à 25 degrés. Il peut donner un ion positif, H+, mais aussi un ion hydrure, H-. La colonne 13, c'est la famille du bord. La structure électronique externe est de type NS2 et NP1. La famille du carbone, la famille de l'azote, la famille de l'oxygène, ou bien ce qu'on appelle chalcogène. La 17e colonne, c'est les halogènes. On a dit qu'ils ont une structure électronique de type NS2 et NP5 et ils donnent des anions monovalents. Et il reste la 18e colonne, c'est les gaz rares. Alors, la structure électronique externe est de type NS2 et NP6, sauf, comme on a dit, pour le l'hélium qui possède une structure de type NS2. C'est 1S2.
La configuration des gaz rares correspond à la saturation de la couche électronique externe, c'est-à-dire qu'il y a 8 électrons, c'est-à-dire la couche elle est saturée au maximum. Ça veut dire que le gaz rare il est saturé, donc il ne cherche pas à créer des liaisons pour compléter sa couche externe. Donc, ils présentent une grande inertie chimique, mais leur réactivité augmente avec Z. Ainsi, le xénon donne des composés stables lorsqu'ils se combinent avec des atomes très électronégatifs tels que le fluor ou bien l'oxygène. Maintenant, il y a des propriétés qu'on doit connaître connaissant le tableau périodique. Première propriété, c'est le rayon atomique. Alors, si on considère que l'atome est sphérique, le rayon atomique est égal à la moitié de la distance d'équilibre entre les deux noyaux de deux atomes voisines dans un cristal. Donc ici, on a deux atomes qui sont voisines. Le rayon atomique, c'est la distance entre les deux noyaux divisé par deux. Maintenant, ce rayon il diminue dans une période, c'est-à-dire de gauche à droite, le rayon diminue, et il augmente dans une colonne du haut vers le bas, il augmente. Le rayon ionique, Ri, c'est le rayon apparent d'un atome ayant perdu ou gagné un électron, un ou plusieurs électrons. Alors, premièrement, le rayon d'un cation, il est toujours inférieur au rayon d'un autre. Pourquoi? Parce que l'électron, il a perdu un électron, donc son nuage électronique, il a diminué. Donc, exemple ici, on a pris le rayon ionique du sodium Na+, qui est égal à 97 picomètres. Je rappelle que le picomètre qui est égal à 1 picomètre est égal à 10 à la puissance moins 12 mètres. Alors ici, le rayon du cation Na+, il est inférieur au rayon de l'atome neutre qui est égal à 180 picomètres. Alors, plus l'ion porte de charge supérieur à 0, plus son rayon ionique il est faible. Alors, pour le rayon anion, pour un anion, bien, il est toujours supérieur. Pourquoi? Parce que un anion, c'est un atome qui a gagné un électron. Donc, il y a un supplément d'électrons qui s'est collé à son nuage électronique. Donc, exemple ici pour le fluor, donc F-, son rayon ionique est égal à 133 picomètres, alors que pour le fluor neutre, qui est égal à 72 picomètres. Alors, dans une famille, c'est-à-dire dans la même colonne, le rayon des ions de même charge augmente du haut vers le bas. Alors, l'énergie d'ionisation, alors l'énergie de première ionisation est une énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome où il y a un ion pour lui arracher un électron. Pour l'hydrogène, ou bien l'ion hydrogénoïde, l'énergie nécessaire pour arracher l'électron est égale à l'opposé de l'énergie de l'atome ou bien de l'orbital atomique occupé par l'électron. Donc il faut fournir 13,6 électrovolts pour ioniser l'atome d'hydrogène à l'état fondamental. Il y a plusieurs énergies d'ionisation pour un seul atome. Donc on peut avoir première ionisation, deuxième ionisation, troisième, et ainsi de suite. Ça dépend du nombre d'électrons qu'il possède. Donc, cette énergie d'ionisation, elle augmente du bas vers le haut et de gauche à droite. Voilà une représentation donc, des différentes énergies d'ionisation représentées par des boules de diamètre différents. Cinquième propriété, c'est l'affinité électronique. Alors, c'est quoi l'affinité électronique? C'est l'énergie libérée par la réaction de capture d'un électron par l'atome à l'état gazeux. Alors, si on a un atome à l'état gaz qui va capter un électron, donc il va se transformer en un anion moins. Alors, les halogènes présentent donc les valeurs d'affinité électronique les plus élevées. Ces éléments ont une structure électronique externe de type Ns2 et Np5. Donc, ils captent spontanément un électron pour atteindre la structure des gaz rares en Ns2, Np6. Les éléments situés au début du tableau périodique, c'est-à-dire les alcalins, ont de faibles affinités électroniques. L'affinité électronique, donc, d'un atome, il traduit son aptitude à pouvoir capter un électron supplémentaire.
dans le tableau périodique, l'affinité électronique varie globalement dans le même sens que celui du potentiel d'ionisation qu'on a vu juste avant. Sixième propriété, c'est l'électronégativité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par électronégativité? C'est une grandeur qui mesure l'aptitude d'un élément à attirer vers lui les électrons au sein d'une liaison covalence. Apparition de la charge partielle. Exemple, on a une molécule de type AB. Alors, B, il a une charge plus électronégative que A. Donc, il a une charge apparente delta moins. L'atome A, il a une charge apparente delta plus. Donc, B, il est plus négatif que A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B, il va attirer vers elle donc les électrons de la liaison AB. Donc, et cette électronégativité, elle varie de la même manière que le potentiel d'ionisation. Donc, du bas vers le haut, elle augmente, et de gauche à droite, elle augmente. Donc, l'élément le plus électronégatif, c'est le fluor. Alors, pour les propriétés magnétiques, alors, on retrouve deux variantes, le diamagnétisme. Alors, une molécule qui ne comporte que des électrons appariés en double est dite diamagnétique. Elle s'oriente dans le sens inverse du champ magnétique externe qu'on lui applique. Exemple F2. Par contre, le paramagnétisme, s'il y a des électrons non appariés, c'est-à-dire des électrons célibataires, la molécule est dite paramagnétique. Donc elle s'oriente dans le sens du champ magnétique externe qu'on lui applique. Exemple, la molécule O2. Donc ici, remarquez les différents comportements d'un matériau euh, en lui appliquant donc un champ magnétique externe. Voilà, donc vous pouvez faire cet exercice, donner donc la configuration électronique, dire quelle famille ces éléments appartiennent-ils, donner la configuration électronique du fer plus et calculer l'énergie donc pour l'énergie d'ionisation pour le fer.